Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. J'espère que vous passez une bonne journée, une bonne matinée. On va se faire comme d'habitude une petite revue du marché, on va parler de quelques cryptos, on va aussi parler de l'indicateur RSI, ça m'a été demandé en commentaire. On parlera aussi également un petit peu du XRP20 qui est sorti hier. Et ensuite, on passera aux actus comme chaque jour. Alors le marché déjà, on voit qu'on est sur une journée plutôt dans le rouge si on fait la moyenne sur CryptoBubble. Il y a quand même certaines cryptos qui commencent à sortir un peu du lot. On a eu un joli rebond sur SUI, c'est assez notable, hein. Vous voyez, on l'a eu autour des 70 lors de l'émission. Hop, il est descendu à 46 hier à 7h du matin et il a déjà rebondi. C'est quand même pas mal. C'est une belle performance. J'ai pas encore étudié le projet, on en parlera dans les prochaines semaines, les prochains mois, le temps que j'ai le temps de bien me renseigner dessus. De toute façon, les projets qui sont sortis comme ça, j'attends en général qu'ils dumpent un peu plus avant d'investir dessus. Chose qui peut ne pas arriver, c'est juste ma stratégie à moi. Au niveau des baisses et des FUD, on va parler un peu de Binance rapidement. Donc le BNB qui a inquiété, notamment parce qu'il y a des grosses positions qui pourraient être liquidées, des choses un peu anciennes, de hacks qui ont eu lieu l'an dernier, et qui auraient pu potentiellement mettre Binance dans les ennuis. En tout cas, il y a énormément de FUD autour de ça. J'ai vu des influenceurs tout à fait sérieux manifester à leur communauté leur inquiétude et le fait qu'ils encourageaient grandement à changer d'échangeur. Donc pour ma part, j'utilise Binance, j'aime bien Binance, j'ai plutôt confiance dans le fait que CZ et l'entreprise vont perdurer. Par contre, il est vrai qu'en Occident, ça se passe pas bien pour eux, et c'est pas exclu qu'il y ait, comment dirais-je, un remplacement de cet échangeur sur du long terme. On le voit là par exemple en septembre, les virements SEPA qui vont être arrêtés, c'est terrible, c'est vraiment catastrophique en fait pour les utilisateurs parce que c'est ça la version avec le moins de frais et la version la plus sécurisée pour acheter des cryptos, enfin pour transférer des fonds sur un échangeur centralisé. Donc c'est problématique, mais notons que c'est déjà arrivé à Binance et à d'autres. Il y a eu des périodes où les virements n'étaient pas possibles. Pourquoi? Parce que les banques qui permettent ça, eh bien, n'avaient pas de partenariat avec Binance sur cette période-là. Donc là, c'est un partenariat qui est en train de se révoquer. Peut-être qu'il y en aura d'autres. En attendant, si cette problématique vous inquiète, et ce serait tout à fait pertinent qu'elle vous inquiète un peu, qu'elle vous mette la puce à l'oreille, notamment si vous avez beaucoup de fonds sur Binance, eh bien je vous invite simplement à diversifier les moyens de stocker vos cryptos. Donc envisagez au moins des solutions de repli, par exemple d'ouvrir un MetaMask, par exemple d'ouvrir des comptes sur d'autres échangeurs centralisés. Je peux citer Kraken, mais il y en a certainement d'autres qui sont bien aussi. En termes de capitalisation, celui qui vient après Binance, c'est OKX. Alors on est aussi sur un échangeur asiatique, donc peut-être que c'est pertinent de choisir des échangeurs d'autres régions, ça c'est vous qui voyez. On en reparlera peut-être plus tard si c'est intéressant. Et d'envisager du coup de peut-être déjà transférer certains fonds, ou si vraiment la situation se dégrade, de pouvoir les envoyer rapidement. Donc ça c'est à vous de gérer. Ayez éventuellement des solutions de repli, au moins un MetaMask, ça coûte vraiment rien et vous avez juste à le créer. Mais vous pouvez aussi envisager des portefeuilles physiques si vous n'en avez pas, notamment des ledgers, ce genre de choses-là. Au-delà de ça, on peut parler rapidement de Bitcoin, hein, qui est descendu à 25,8 je crois, pour remonter, donc assez tranquille, des volumes de 15 milliards, donc un peu plus voilà, que les derniers jours, mais ça reste assez tranquille aussi. Ethereum toujours sous les 1007, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Et le BNB qui a rebondi finalement, on était presque à 200, on est à 216. Pour l'heure, c'est pas quelque chose qui m'inquiète, moi, le BNB. Mais vous avez eu mon idée. Au niveau des cours, on va continuer à regarder le Matic. Donc vous voyez, je vous ai dit que j'en avais acheté à 55, vous pouviez en acheter moins cher hier. Là, on a un petit rebond, on est en vue weekly, on va se mettre en daily pour voir ça un peu plus précisément. Moi, je vous l'ai dit, je l'attends plus bas, on va pas tergiverser, moi je le veux sous 45, pour le moment je m'en fiche. Le fantôme, il continue sa petite correction, on va regarder ça aussi. PancakeSwap, on est sur 1,26, donc c'est vraiment assez bas, même si la bougie est de correction également ici. Et le curve qui continue à baisser aussi. Je regarde aussi Litecoin qui continue à me décevoir, donc ça, on va pas en faire grand chose. Et du coup, on va parler du RSI. Donc j'ai deux articles qui sont tout à fait intéressants. Le premier ici, on est sur ABC Bourse, et globalement, les informations qui sont transmises sont tout à fait correctes, donc j'ai besoin de vous réinventer la roue, on va juste voir ça ensemble, et je vous explique ensuite ce que moi j'en pense, comment je l'utilise. Donc déjà, ça a été créé en 1978 par un monsieur qui s'appelle Wallace Wilder. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est un indicateur qui est ancien. C'est un indicateur qui, vous voyez, est utilisé depuis 45 ans. Et la première information que vous voyez tout de suite, c'est que le RSI, en fait, il est utilisé sur une période de 14 jours. Et ça, c'est intéressant parce que
c'est effectivement ce qu'on peut observer ici tout de suite. Vous regardez, le RSI est en 14 jours. Pour vous en convaincre totalement, vous allez sur configuration, vous pouvez choisir sa longueur. Et donc par défaut, on l'utilise sur une période de... Alors, on disait 14 jours, en fait c'est sur 14 périodes. C'est-à-dire que si vous l'avez en vue daily, ici c'est effectivement sur les 14 derniers jours, mais si c'est sur une vue semaine ou mois, ce sera sur les 14 derniers mois, les 14 dernières semaines. Alors, de quoi on parle exactement? Il faut regarder la formule. Quand vous voulez comprendre un indicateur, je suis navré de vous le dire, il faut passer par la formule mathématique et comprendre ce qu'il s'y passe. Donc, quelles sont les variables de notre formule? C'est bien simple, on a un H et un B, le reste sont des valeurs, et donc on a en fait que des variables du prix. C'est-à-dire que vous comprenez en regardant la formule que le RSI est uniquement basé sur le prix. Donc, on est sur un indicateur qui est déjà en retard du prix. Vous comprenez bien qu'il n'y a pas d'anticipation possible sur un indicateur qui se base sur des données anciennes. Et donc, qu'est-ce qu'on a exactement? Eh bien, on a les valeurs hausse. Voilà, donc H, c'est, vous le voyez ici, la moyenne des clôtures en hausse sur la période donnée, donc en général sur 14 périodes. Par exemple, si je le mets en weekly, parce que moi je regarde beaucoup en vue semaine, eh bien, il va faire, le H va en fait être tout simplement une moyenne des valeurs de clôture de mon actif, par exemple ici PancakeSwap, chaque dimanche soir au moment de la clôture. Et à la baisse, c'est la même chose, mais c'est pour les baisses. Et donc il fait le rapport entre ces deux valeurs, plus le calcul que vous voyez ici. Et donc ça nous permet d'avoir un indicateur qui a cette forme-là, c'est-à-dire les bornes. Il est compris donc entre 0 et 100, avec une borne au milieu entre 30 et 70. L'interprétation est la suivante. On a entre 0 et 30 la zone de survente, donc quand on considère que le prix est survendu, que l'actif est survendu et que du coup on est sur une zone extrême, on peut y rester un certain temps. Vous voyez qu'en daily par exemple, là le PancakeSwap, il est resté en survente entre avril et mai. Mais si vous allez en weekly, vous allez voir qu'on est encore dedans. C'est-à-dire qu'en weekly, vous voyez que ça fait bien depuis avril qu'on est dedans. Donc à l'opposé, entre 70 et 100, on est en surachat. Donc on considère que l'actif est suracheté, qu'il est, vous voyez ici, dans une zone qui pourrait donner un signal de vente. Mais on peut rester en surachat pendant longtemps. Vous voyez par exemple, là, du 18 janvier au 12 février, pendant un mois, 22 février, on a été en surachat ici au niveau de PancakeSwap. Donc il faut aussi considérer beaucoup d'autres paramètres. C'est-à-dire que le RSI ne reste qu'un indicateur qui seul n'a pas forcément de sens. Il faut l'assembler avec un certain nombre d'autres données. À titre personnel, je vais commencer par regarder le prix. C'est vraiment la première chose à faire, vu que de toute façon les indicateurs sont sortis du prix. Je vais avoir mes zones, vous voyez que j'ai tracé ici, et donc ça c'est vraiment personnel, c'est moi qui ai tracé des zones de support et de résistance qui me donnent une idée d'où on se situe dans le graphique et de où on se situe par rapport à ce que moi je veux. Je peux aussi regarder les volumes pour voir un petit peu comment le marché se comporte vis-à-vis de cet actif-là. J'ai aussi regardé les EMEA. Donc les EMEA, c'est tout simplement des moyennes mobiles. Qu'est-ce que c'est une moyenne mobile? Eh bien, sur une période donnée, donc vous l'avez ici, 20, 50, 100 ou 20 ou 200 périodes, donc j'ai les 4, eh bien on va faire une moyenne en fait du prix à la clôture et on va lui donner un point. Et donc en additionnant ces points, ça nous donne cette moyenne-là. On peut très facilement avoir 5, 6 indicateurs pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe, et le RSI est juste l'un d'entre eux. C'est ça que je veux vous dire. On ne peut pas juste se baser sur le RSI. Ce qui peut être intéressant, c'est de regarder les avantages et les inconvénients du RSI. C'est très facile à interpréter, ça je suis d'accord, et c'est plutôt pertinent. L'indicateur est extrêmement utilisé. En fait, c'est peut-être ce point-là qui est le plus intéressant. Pourquoi? Parce que quand vous allez acheter ou vendre, et c'est encore plus vrai quand vous faites du trading, même si ce n'est pas mon cas ici, ce que vous voulez savoir, c'est surtout ce que vont faire les autres. En fait, le prix à un moment donné, c'est bien, mais ce qui est important, c'est est-ce que les gens vont en acheter ou est-ce que les gens vont en vendre? Et quand vous savez que les gens vont à, j'en sais rien, 50%, 60%, 80% utiliser le RSI pour déterminer cette information-là, parmi d'autres, eh bien vous êtes obligé d'utiliser le RSI pour comprendre ce que les autres vont faire. Donc le fait que ce soit un indicateur très utilisé est pour moi presque l'information la plus importante, et ça justifie totalement son utilisation. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'utilise sur beaucoup d'actifs différents. Donc on peut l'utiliser aussi sur les indices boursiers. Donc ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est aussi une analyse que je fais de façon hebdomadaire. Il donne un signal qui est quand même assez précis, je suis assez d'accord, mais prenez en compte qu'il est en retard. C'est un indicateur du prix, donc c'est un indicateur qui est basé sur le prix comme on l'a dit, donc il est en retard. Vu qu'il prend le prix de la dernière clôture, par exemple, le RSI que j'ai aujourd'hui, en fait il est basé sur
le prix d'hier et du coup 13 périodes antérieures à ça. Ce qui fait qu'il est en retard sur la réalité actuelle. Et moi je m'en fiche, parce que moi je regarde en vue semaine et que je suis investisseur de moyen long terme. Donc l'indicateur est suffisamment pertinent pour moi. Et au final, c'est ça qu'il faut rappeler avec un indicateur. Ce qui compte, c'est est-ce que ça vous permet de gagner ou pas. C'est juste ça. Si l'indicateur ne vous permet pas de gagner, c'est qu'il ne vous sert à rien. Et il y a ce qu'on appelle les failure swing. Alors ça, il faut parler de la deuxième façon d'utiliser le RSI, la deuxième très classique, ce sont les divergences. Donc moi personnellement, je ne le fais pas, mais je vais vous expliquer rapidement. Si on regarde ici le prix et le RSI, vous voyez qu'il y a une corrélation. Par exemple là, le prix monte, on a des bougies vertes et on voit un RSI qui monte. Donc ça, c'est quelque chose de normal, c'est une situation qui est cohérente. Il y a des situations inverses. Je n'ai pas d'exemple là sous la main, mais concrètement, vous allez voir le prix monter, des bougies vertes, et un RSI qui baisse. Et donc ça s'appelle une divergence. Il est possible en fait, pour des traders, d'utiliser cette indication-là pour prendre des trades. C'est ce qu'on appelle trader sur les divergences du RSI. Donc moi, je ne vais pas m'aventurer là-dedans, ça ne m'intéresse pas plus que ça, je ne m'en sers pas. Mais du coup, ça peut mener à un certain nombre de situations qui sont correctes et d'autres qui sont incorrectes, notamment les failure swing. Maintenant, si vous voulez utiliser le RSI comme je le fais, sachez que je l'utilise en weekly, que j'ai les paramètres de base, tout simplement, parce que c'est ce que la plupart des gens vont utiliser, et donc moi je veux comprendre un peu comment les autres vont faire, je suis pas là pour inventer de nouvelles choses, je veux juste faire les choses correctement, donc je vais garder les mêmes paramètres, et ce que j'aime bien faire, c'est l'utiliser pas trop en daily, plutôt en weekly, donc en vue semaine, et quand il est sous 30, je considère que c'est un bon indicateur pour considérer un actif. Donc ce qu'on peut faire par exemple, c'est on prend une liste de 50 cryptos, et on regarde en weekly les cryptos qui sont avec un RSI en dessous de 30. Donc ça va être un premier indice. Ensuite, je vais tracer mes zones d'achat, regarder mes zones d'intérêt, puis je vais regarder les volumes, je vais regarder les EMEA, et je vais me faire une idée en fait de ce qui se passe. Et donc vous voyez que dans tout ça, le RSI est juste un indicateur, et pas plus que ça en fait. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour le RSI. On va pas traîner plus, que la vidéo va être extrêmement longue sinon. On parle un petit peu, avant d'aller aux news, de XRP20. XRP20 qui est sorti, qui a été listé, vous le voyez ici, sur Uniswap. Si vous voulez accéder à leur lien Dextool, que vous pouvez avoir ici, pour avoir du coup pour avoir la charte, allez sur leur Twitter. Je peux vous recommander que ça. Et si vous êtes sûr d'aller sur leur Twitter, allez bien sur leur site avant. Vous allez sur leur site, vous cliquez sur leur Twitter, vous descendez un peu, vous allez sur le moment où ils listent, où ils annoncent le listing d'Uniswap, vous cliquez sur le lien, et vous arrivez sur, ici, le Dextool avec le graphe correspondant. Donc on voit que c'est pas du tout la performance annoncée, hein. Il a été listé, vous le voyez là, approximativement à 4,094. Il est monté à 12,13 et il est redescendu ici, on est en dessous du cours de listing. Donc pour le moment, les gens qui ont acheté pendant la prévente sont en perte, hein, sauf ceux qui ont vendu ici. Je vais le regarder un petit peu, je vais regarder ce qui se passe. BTC20 avait un peu fait ce truc-là avant de pump à x4 jusqu'à x6. Je vais surveiller ça, peut-être que j'en prendrai une petite louchée, on en reparle je pense dans la journée ou demain. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour le marché, on va passer aux actus. Alors on commence avec des news économiques. Ici, les 50 entreprises les plus fortement évaluées en 2023, c'est proposé par CryptoGoku. Donc ce sont des entreprises dont la capitalisation boursière est la plus importante. On a donc Apple, Microsoft, Saudi Aramco, Amazon, Alphabet et Nvidia. En France, on a plus spécifiquement LVMH, Hermès et L'Oréal. Vous noterez que les secteurs les plus représentés, ce sont la technologie et l'information pour 9300 milliards de dollars. Ensuite vient la consommation discrétionnaire pour 4000 milliards de dollars. Et enfin la santé pour 3300 milliards de dollars. Donc des chiffres vertigineux. La suite du tweet ici, au niveau de la répartition géographique, on voit que 62% des entreprises les plus capitalisées sont des entreprises américaines. Vient ensuite quelques entreprises suisses, françaises et chinoises. On a notamment Nestlé, Roche et Novartis en Suisse. On a LVMH, Hermès et L'Oréal en France, comme on l'a déjà dit. Et en Chine, on a notamment Tencent et Alibaba. En Amérique, parlons de Circle, une entreprise à l'origine du stablecoin USDC. Depuis juillet 2022, la capitalisation de l'USDC est en chute.
de 50 milliards à 25 à l'heure actuelle. Pour faire face à cette situation, l'entreprise a effectué de nombreux licenciements afin de maintenir ses résultats à flot. Désormais, l'entreprise Coinbase semble venir à la rescousse de Circle en prenant des parts dans le projet. Un nouveau plan est en place, la gouvernance se centralise autour de Circle et non plus autour du conglomérat d'entreprises Center Consortium. Donc on vient sur une entreprise beaucoup plus centralisée qu'elle ne l'était déjà. De plus, Coinbase devient un actionnaire important de l'entreprise Circle et initie le déploiement de l'USDC sur 6 nouvelles blockchains. Donc, on va étendre la portée de l'USDC. Espérons que ces nouveautés aideront l'USDC qui voit arriver la concurrence de PayPal et de son PYUSD. Et notons également que Coinbase se positionne encore un peu plus comme un leader potentiel du monde crypto en Occident. En Europe, et plus particulièrement en France, La Poste sort son premier timbre en NFT. Dès le 18 septembre et pour 8 €, il sera possible pour chaque timbre produit de recevoir son jumeau en NFT. En plus de cela, La Poste promet aussi une expérience numérique inédite aux détenteurs du fameux NFT. Nous n'avons pas plus d'informations pour le moment. Le visuel a été créé par l'artiste Phonesque pour représenter l'évolution de la correspondance depuis les débuts du courrier. Notons que les NFT timbres de La Poste sont créés sur Tezos, donc la blockchain XTZ, et que l'on peut déjà vérifier l'adresse du contrat sur la plateforme. Un bel exemple, à mon sens, d'une utilité plus concrète des NFT et un pas de plus vers l'adoption. Encore une fois, je trouve que c'est quelque chose d'assez sympathique à mettre en avant. Actualité en Asie maintenant. Après une année fructueuse en escroquerie, notamment avec le hack de 625 millions de dollars chez Axis en mars 2022, il semblerait que 2023 soit également une bonne année pour les hackers nord-coréens. Dans un rapport du service de renseignement de la Corée du Sud, dévoilé par le média Asia Today la semaine dernière, il paraît que les hackers nord-coréens soient à l'origine du vol de plus de 180 millions de dollars en crypto-monnaie depuis le début de l'année 2023. Le dernier en date n'est autre que le hack d'Atomic Wallet, dont vous avez certainement entendu parler, qui a eu lieu en juin dernier et qui aurait permis aux hackers de dérober l'équivalent de plus d'1 million de dollars en crypto en une seule fois. Selon également ce rapport, il est possible que les fonds soient utilisés afin de développer l'armement en Corée du Nord. Les actus en bref maintenant. Au cours des 3 derniers mois, une adresse inconnue a accumulé plus de 118 000 bitcoins, ce qui est considérable. Ça fait de cette adresse la 3e plus grosse possédant du bitcoin au monde. Selon le média Cryptost et les recherches qu'ils ont menées à l'aide de l'outil de tracking proposé par Arkham Intelligence, il semblerait que l'adresse en question appartienne à un courtier américain. En réalité, il s'agit de Robinhood. Encore une fois, c'est selon les études menées par Cryptost. Ce dernier posséderait donc au moins 118 000 BTC pour une valeur d'environ 3 milliards de dollars, ce qui est considérable. Et donc, Robinhood a considéré quand même comme un acteur sérieux en Amérique, même si on en parle assez peu dans les actualités. Vous pouvez voir ici d'ailleurs la charte avec le nombre de bitcoins qui ont été achetés depuis, vous voyez ici, à peu près la semaine du 15 mai. On voit que par palier, ils ont fait un DCA et ont acquis des BTC jusqu'ici, approximativement, la dernière semaine du mois de juin. Ils ont acquis du coup en tout 118 000 BTC. Alors est-ce qu'ils ont été envoyés? Est-ce qu'ils en ont acheté? Et surtout, est-ce que c'est tout ce qu'ils possèdent? Là, les certitudes ne sont pas totales. Et enfin, dernière nouvelle, la société canadienne BM Fund a investi 10 millions de dollars dans le fonds crypto Momentum Capital. La mission qui a été confiée à ce dernier est de trouver le prochain Apple. C'est assez ambitieux et donc on veut savoir quel sera le prochain géant de la tech, mais pour le Web3. À mon avis, c'est un beau signal à prendre en compte pour ceux qui doutent dans cette période de baisse de marché qui peut être difficile à vivre, je le conçois. C'est tout pour les actus d'aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à demain
pour une prochaine vidéo d'actualité.